messieurs, bienvenue dans notre entretien de ce dimanche où nous plongeons au cœur d'une question cruciale, les répercussions de l'élection présidentielle américaine sur la démocratie en Afrique. Il y a 4 ans, nous assistions à la défaite de Donald Trump. Cependant, il est revenu sur la scène politique en empruntant la voie démocratique traditionnelle, ce qui a suscité des réactions à travers le monde. En Europe, on observe cette nouvelle dynamique, tandis qu'en Afrique, des questions se posent. Que pouvons-nous en apprendre et quelles leçons nos systèmes politiques peuvent-ils tirer de cette situation? Pour le Bénin en particulier, c'est le moment de repenser la solidité de nos institutions. Dans le même temps, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo a exprimé sa vision de la démocratie en Afrique. Un discours qui tombe à point nommé et qui nous interpelle tous. Par ailleurs, le 4e rapport du président de l'Assemblée nationale a été adopté mais rejeté par les démocrates. Pourquoi? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Irénée Agossa. Bonjour à vous, monsieur Agossa. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Commençons par l'élection présidentielle américaine, surtout ce qu'elle représente en vue d'Afrique. Dites-nous, monsieur Agossa, comment interprétez-vous le retour de Donald Trump après sa défaite en 2020? Merci, mais permettez-moi, bien sûr, avant de commencer, de rendre un vibrant hommage à mon ami François Xavier, qui a l'habitude de me recevoir sur cette émission. J'ai été plusieurs fois son invité et je pense que nous avons perdu une des valeurs de ce pays dans la profession. J'espère qu'il a aussi fini sa mission ici et qu'il a continué sa mission dans l'au-delà. Et ce n'est que nous revoir, d'autant plus que chacun de nous finira par mettre pied là-bas. Et je lui souhaite plein succès, là où il est en train de travailler encore. Et je sais qu'il restera longtemps dans nos cœurs, l'éternité est dans le cœur. Merci pour votre mémoire. Merci. Évidemment, revenons à votre question. Donald Trump est revenu au pouvoir. Donc, il y a plusieurs points sur lesquels on peut intervenir. D'abord, il faut retenir que les institutions des États-Unis sont solides. Les États-Unis ont quitté totalement l'étape de la personnalisation de ces institutions. Donc, clairement, Donald Trump a fait face à des problèmes judiciaires. Il a eu plusieurs dossiers et qui sont même encore en instance. Première leçon, il n'a pas attaqué l'institution justice. Non. Il n'a pas dit, comme on dit en Afrique, que la justice est mauvaise, etc. Non, non. Il a fait face à la justice. Il a utilisé les moyens légaux face à la justice, quand bien même qu'il n'était pas au pouvoir. Et il a emporté ce qui a fait de lui candidat jusqu'à ce qu'il soit encore réélu. C'est un aspect important. Et de savoir que la justice est rendue au nom du peuple. Et ça, il faut que nous tirons cette leçon ici. La justice est rendue au nom du peuple et non au nom d'un président de la République et non au nom d'un gouvernement. Et Donald Trump a prouvé cela. Et ça a été une culture des Américains. Culture aussi des Américains et qui a été prônée par le président en exercice. Donc, c'était clair. Ça, c'est un point que nous devons prendre en compte en ce qui concerne la démarche qui a conduit Donald Trump aux élections. L'autre chose, je le disais, c'est la force des institutions. Quel que soit ce que vous êtes, vous n'êtes pas plus fort que les institutions aux États-Unis. Les institutions demeurent les institutions. Donc, après la victoire de Donald Trump, Joe Biden et Kamala Harris sont tenus de reconnaître cette victoire. Malgré ce qui s'est passé quand Donald Trump avait été battu, ils n'ont pas dit que c'est maintenant leur tour de rendre le coup à Donald Trump. Jamais. Et ça, c'est la force des institutions. Troisième chose,
la force des partis politiques auxquels appartiennent ceux-là. Parce que les partis politiques là-bas sont aussi institutionnalisés, respectés, et qui forment de véritables militants et qui permettent à ce qu'il y ait des valeurs. Et ces valeurs respectent la légalité républicaine. C'est ça. Donc, ces 3 points sont à d'abord énumérer avant qu'on ne vienne, bien sûr, sur la personnalité de l'homme qui est un peu extravagante, donc qui déborde les normes, qui n'a pas de limite dans ses appréciations et ses comportements, et qui a été président en temps et qui a subi tout et qui est revenu aujourd'hui chef de l'État. Le président Donald Trump, aujourd'hui réélu, est le prototype même du nationalisme américain. Il aime son pays et rien que son pays. C'est un nationaliste américain, capitaliste pur et dur, et qui ne connaît que les intérêts et les intérêts de son pays. Il a été clair. Et je pense que cela doit nous inspirer tous. Parce qu'il disait clairement, si vous voulez la liberté, il faut que vous soyez fiers de votre pays. C'est ce qu'il donne comme leçon. Et il dit, si vous voulez la paix, il faut aimer votre nation. Il continue pour dire, si vous voulez la démocratie, accrochez-vous à la souveraineté de votre pays. Donc, il s'est démarqué. Et il est clair, pour lui, d'abord les États-Unis. Le reste, après. Il n'y a que les intérêts des États-Unis. Et du coup, il s'est intéressé aux besoins de son peuple. Il n'est pas resté dans les grosses théories marxistes ou bien capitalistes, etc. Non, non. Il s'est intéressé aux problèmes des Américains. Et il s'est accroché à ces problèmes. Il s'est intéressé aux valeurs américaines. Et ce qui a fait qu'il a pu remonter la pente et aujourd'hui est président encore des États-Unis. Donc, moi je crois qu'il faut retenir de cet homme la ténacité, sa conviction nationaliste et sa volonté de résoudre les problèmes de ses citoyens et de se démarquer de ce qui paraît être la norme à tout moment, de se démarquer et de rester dans les lignes de son parti, mais en essayant d'être plus pragmatique en se collant aux problèmes des Américains. Et je pense que c'est une leçon énorme que nous devons tirer ici pour comprendre que oui, il faut l'ensemble, mais d'abord, il faut être de chez soi. Il faut régler les problèmes que les citoyens de votre nation vivent. C'est essentiel. Au-delà de toute théorie, tout doit converger vers la résolution des problèmes des citoyens. Et ça a été aujourd'hui le cas de Donald Trump et on ne peut que le féliciter et nous sommes certains que le monde va changer. Que ce soit au Moyen-Orient, au Proche-Orient ou bien en Europe avec l'Union européenne, en Chine qui est déjà programmée comme la puissance rivale des États-Unis, avec la guerre entre Russie et Ukraine, tout va changer parce qu'il va fonder l'intervention des États-Unis sur ces différents théâtres du monde. Il va fonder les interventions des États-Unis sur les intérêts des Américains. Rien que les intérêts des Américains et qui poussent à la résolution des problèmes des Américains. Nous allons être effectivement impactés ici, dans l'Afrique, et nous particulièrement au Bénin. Nous serons impactés parce que nous avons besoin d'un pragmatisme pareil pour évoluer. Et c'est ce que moi... En termes de nos institutions, je l'ai dit au début, et reconnaître que nous devons renforcer nos institutions, ce qui nous permettra d'être plus stables,
Et pour renforcer les institutions, il nous faut obligatoirement des partis politiques solides qui forment des valeurs et qui permettent à ce que ceux qui émergent des partis politiques soient des gens qui respectent un certain nombre de normes républicaines. Donc, d'où l'importance de la réforme du système partisan. D'où l'importance de la réforme du système partisan qui doit absolument conduire au renforcement des partis politiques et que nous ayons des partis politiques institutions qui vont durer dans le temps et permettre à ce que nous continuions dans le sens de l'amélioration des choses maintenant. Parce que nous avons déjà fait un point qui permet d'évoluer. J'ai fini pour dire sur le plan économique, Donald Trump nous permettra, nous, de prendre conscience encore de la valeur de notre pays et de savoir qu'il faut aimer son pays et produire dans son pays. Il faut réduire la marge entre l'exportation et l'importation et l'exportation. Nous devons faire en sorte que cette balance soit favorable à nous, de manière à ce que nous puissions avoir un poids considérable sur le marché mondial. Donc, Donald Trump va dans le sens d'une accumulation des richesses sur le plan national, et Donald Trump permet à ce qu'on puisse renforcer l'élan national pour pouvoir être mieux perçu dans les organisations régionales, sous-régionales et internationales. Nous sommes déjà sur ce plan très avancé avec le président Talon, qui en fait donne plus de valeur au Bénin. Le président Talon donne déjà plus de valeur au Bénin. Donc, une élection de Donald Trump au pouvoir ne fait que encourager un président comme le président Talon, et qui doit pouvoir permettre à ce que nous continuions dans le sens du progrès dans ce que nous sommes en train de faire sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, etc., pour que notre pays soit bien pris en compte. Parce que ce n'est pas rien, c'est la première puissance mondiale. Non, nous sommes déjà, nous, sur la bonne voie, et nous ne pouvons que être contents que quelqu'un de cette vision puisse être au pouvoir de l'autre côté et qui prendra en compte ce que nous sommes déjà en train de faire à travers les différentes réformes. Vous l'avez souligné au début, malgré les problèmes judiciaires de Donald Trump, il a su, en bon démocrate, suivre le processus normal et revenir à la Maison-Blanche. Est-ce que ça ne renvoie pas une leçon pour nos politiciens? Absolument, c'est clair ici. On ne détruit pas la colonne vertébrale du système démocratique pour dire qu'on est en train de défendre la démocratie. Non. La justice est la colonne vertébrale du processus démocratique, du système démocratique. Vous pouvez commenter une décision de justice, mais vous devez faire l'effort de préserver la justice. C'est ça ce qui s'est passé de l'autre côté. C'est ce que nous condamnons ici pour dire à nos amis de l'opposition qui en fait s'attaquent aux institutions de la justice et parce qu'ils n'ont pas eu raison, etc. Et croient que c'est une manière de s'opposer. Non, ce n'est pas ça. La manière de s'opposer est claire, c'est de respecter les institutions, donner d'abord une valeur aux institutions, les préserver. Et dès que vous êtes pris dans des circonstances que vous pouvez définir, vous pouvez critiquer, vous êtes pris dans les mailles, dans les mailles de la justice, qu'est-ce qui se passe? Vous utilisez tout ce qu'il y a légalement dans le processus judiciaire pour vous battre en démocratie. C'est ça. Donc, cette leçon doit être tirée par tout le monde. Donc, la justice n'est pas un adversaire. Non. Vous ne pouvez pas dire que c'est la justice qui vous crée des problèmes. C'est faux. Vous ne pouvez pas dire que c'est la démocratie qui vous crée des problèmes. Non, c'est faux. C'est la manière dont vous percevez la démocratie qui vous crée des problèmes. La démocratie est universelle. Donc, nous devons tirer cette leçon de ce qui s'est passé aux États-Unis et savoir que
c'est la force des institutions qui va nous permettre de nous en sortir. Donc, tout doit concourir vers le renforcement des institutions, quelle que soit votre position. Quelle que soit votre position. Vous pouvez être de l'opposition, vous pouvez être de la mouvance présidentielle, etc. Vous devez avoir pour objectif le renforcement des institutions parce que ça nous avantage tous. Et on ne doit pas détruire les institutions de la République. On ne doit pas encore les affaiblir parce que sans les institutions fortes, nous n'avons pas une République digne du nom. Pourquoi sous nos cieux, nous avons du mal à faire comme Trump, c'est-à-dire prendre notre revanche par les voies légales? Oui, c'est clair qu'ici, nous avons deux problèmes. Nous avons le problème de la personnalisation de nos partis politiques, l'hyper-personnalisation, et nous avons le problème de la responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient responsables. Et pour que tout ceci marche, il faut qu'on ait des partis forts. C'est d'où la réforme du système partisan. Si vous n'avez pas des partis solides, des partis d'envergure nationale, où le militant est pris en compte, où le militant est l'élément déterminant, nous ne pouvons pas nous en sortir. Ce qui se passe ailleurs et ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que les partis sont forts. Les partis s'imposent aux hommes et non les hommes qui s'imposent aux partis politiques. Ici, c'est les hommes qui s'imposaient aux partis politiques, je vais parler du Bénin, et c'est les hommes qui étaient tout, que ce soit au niveau du financement, etc., que ce soit au niveau de la vision, etc. Mais la réforme partisane du système partisan dit aujourd'hui, il faut inverser et être un peu à l'image des grandes démocraties. Donc, avoir des partis solides qui soient d'envergure nationale. Et les lois ont été élaborées dans ce sens pour conduire les militants, les citoyens à aller dans ce sens. C'est clair. Donc, ce qui fait que nous n'arrivons pas ici, c'est parce que nous ne faisons pas la différence entre la vengeance et la revanche. Donald Trump vient de prendre la voie de la revanche. Mais plus et non la voie de la vengeance, qui est fondée sur la haine. Parce que là-bas, le débat n'a pas été mené entre individus. Le débat a été mené entre partis politiques. Ici, c'était toujours entre individus. Et c'est là où nous devons dire et reconnaître que nous avons fait une bonne option. Plus jamais on aura le débat politique entre deux individus, mais plutôt entre des visions portées par des partis politiques, incarnés par des hommes. Donc, c'est ça qui va nous permettre d'évoluer. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une nation solide. C'est ça qui fera que nous aurons une cohésion nationale. C'est ça qui fera que chacun serait fier d'être citoyen de ce pays. Donc, parce que ça va régler beaucoup de formes d'inégalité et régler certains problèmes qui détruisaient la cohésion et l'unité nationale. Donc, cela nous manquait. Mais heureusement que nous avons pris, nous, la décision d'aller. Et cette décision a été prise par la classe politique depuis. Le président Talon, lui, n'a fait qu'accepter, accompagner et assumer la mise en œuvre de cette décision de façon courageuse et dire, il faut qu'on aille jusqu'au bout, quel que soit ce que ça va me coûter. Et là, il faut le lui reconnaître. Donc, nous sommes désormais sur cette voie. C'est pourquoi le Bénin va réaliser cette exception sur le plan africain. Et dans très peu de temps, nous serons parmi les pays les plus avancés et les plus aptes à négocier sur le plan international avec des pays comme les États-Unis. À négocier et à discuter. Parce qu'on aura cet avantage sur les autres. Nous sommes un pays exceptionnel. Nous sommes un pays exceptionnel et nous l'avons prouvé depuis 90. Nous l'avons prouvé depuis 90, donc nous n'avons pas attendu l'élection de Donald Trump avant de commencer, avant de faire notre diagnostic et avant de se mettre sur la voie. Aujourd'hui, tout nous donne raison pour montrer que notre pays a fait le meilleur choix. Donc, rassurez-vous, nous allons pouvoir évoluer. Il n'y aura plus
la vengeance, mais il peut y avoir la possibilité des revanches dans notre pays. Bon, la réforme du système partisan née en 2018 a permis de limiter la prolifération des partis politiques. Cependant, les démocrates, en parle au Bénin, estiment que ça ne les avantage pas en termes de majorité et de minorité. En quoi ça ne les avantage pas? S'ils étaient là, vous allez voir en quoi ça ne les avantage pas. Quand vous prenez la réforme du système partisan, ils ont déjà tout accepté depuis 2023. Depuis 2023, ils ont prouvé eux-mêmes qu'en réalité, ils étaient dans un jeu. Parce que ce qu'ils refusaient en 2019, ils l'ont accepté en 2023. Ce qu'ils refusaient en 2020, ils l'ont accepté en 2023. Ce qu'ils refusaient en 2021, ils l'ont accepté en 2023, puisque aucune loi n'a changé. Et rien n'a bougé. Il suffit simplement de se rendre compte que la légalité est une exigence pour tout citoyen. Tu ne peux pas dire que c'est légal pour l'un et ne pas être légal pour l'autre. Donc, ils ont pris conscience de l'existence de la République. Et dès qu'ils l'ont fait à partir de 2023, ils se sont retrouvés au Parlement, etc. Et ils continuent d'animer la vie politique. Donc, en fait, la réforme ne les gêne pas, puisqu'ils sont produits de la réforme. C'est les députés, les 28 députés là, c'est les députés de la réforme du système partisan, puisque c'est sur la base de ces lois qu'ils ont été élus. Et ils bénéficient du financement public. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils refusent tout ça. Ils sont aujourd'hui considérés comme la seule et unique force de l'opposition, enfin, pas unique, mais la grande force de l'opposition, reconnue légalement. Mais alors, ils ne refusent pas tout ça. Alors, mais qu'est-ce qu'ils refusent au niveau de la réforme du système partisan? Ils n'ont pas subi aujourd'hui la transhumance. Il y a une stabilité au Parlement. Pourquoi ils ne refusent pas ça? Ils disent qu'ils sont contre quoi? Non, ils sont contre rien. Ils sont contre rien. Ils sont en train de jouer simplement à un système politique, à une stratégie politique pour paraître comme des victimes. Après pour dire, bon, nous on a crié, on veut nous taquiner, votez pour nous. Non, ça ne se passera plus comme ça. Ça se passera sur la base des visions, des programmes d'action et de l'ambition que vous portez dans le cadre de la résolution des problèmes des citoyens. Ils veulent le jour qu'on dise que bon, le président Boni Yahi qui est notre président, voilà, il a ça avec le président Talon. Non, c'est terminé ça. C'est terminé. Nous ne voulons plus être dans ce type de combat. Nous voulons être dans les combats clairs où c'est programme d'action contre programme d'action, vision contre vision, et nous discutons pour que les populations fassent le meilleur choix. Vous estimez que les opposants sont plus dans le folklore en fait? Ils sont même dans un déni. Ils sont dans un déni total. C'est-à-dire qu'ils ne se retrouvent plus. Ils ne se retrouvent plus. Ils sont totalement dans le décor. Un exemple que je vais donner sur moi-même. J'ai été candidat en 2021. J'étais membre en griffe, puisqu'ils disent que je n'ai jamais été membre. Quelqu'un est venu ici, l'honorable Nourenou est venu ici, dit que je n'ai jamais été membre du parti Les Démocrates. Bon, dans tous les cas, j'ai été candidat en 2021. Ils m'ont accusé pour dire que ce n'est pas normal. Pourtant, moi j'étais dans la légalité. Dans la légalité, et j'ai eu les parrainages, j'ai participé aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que si c'était avec cette loi, que je n'allais pas participer. Et ils prennent mon cas pour exemple, pour dire que c'est ce qui fait que nous sommes dans une anomalie. Mais ils sont totalement dans le déni. Ils ont condamné le fait que moi j'ai eu le parrainage en tant n'étais pas membre du parti qui m'a donné le parrainage. Donc s'ils étaient contre, une loi qui corrige ça devait être ovationnée de leur part. Puisque aujourd'hui la loi dit que tu dois être membre du parti. Donc, avant qu'on ne t'octroie, ou bien que tu aies un accord. Tu signes un accord avec le parti. Et que ça marche. Et que cela doit venir du parti politique. Mais si vous suivez leur discours aujourd'hui, ils disent que c'est faux, que cela n'est pas bon, il faut qu'on donne à tout le monde. Donc, ils reviennent sur ce qu'ils avaient condamné. C'est pourquoi ils disent qu'ils sont dans un déni. Ils n'arrivent plus à savoir ce qu'il faut réellement faire. C'est raison de plus
que je vous dis qui ne condamnent rien. Ils sont dans une stratégie pour dire enfin, nous sommes des victimes. Vous savez, nous sommes minoritaires, ils sont forts, ils nous ont tapé là-dessus, ils ont élaboré la loi par rapport à nous. Maintenant, nous sommes victimes, essayez de voter pour nous. Non, ça ne marchera plus. Ce n'est pas ça. Nous allons aller dans le sens leur permettant, bien sûr, de se battre selon la loi, les lois de la République. Nous n'allons plus aller dans les rivalités de personnes. Et ça, le président Talon l'a endossé et soutient ça contre vents et marées. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous nous soutenons. Moi, j'ai été candidat. Pourquoi je reviens maintenant soutenir le président Talon? Juste parce qu'il a trouvé la manière dont il faut résoudre tous les problèmes qui se posent dans le pays. La réforme du système partisan règle les problèmes. Ça règle les problèmes que nous, on avait posés quand on était candidat. Si ça règle les problèmes qu'on avait posés quand on était candidat, alors, pour être cohérent, il vaudrait mieux soutenir ce système et faire en sorte que ça s'améliore. Et dès que ça va s'améliorer, c'est pour le bien des populations. C'est ça l'essentiel. Mais les autres ne sont pas dans cette logique. Ils sont dans la logique de l'hyper-personnalisation puisqu'ils ont un président qui est leur programme d'action, qui est leur vision, qui est le parti en entier, qui est tout. Ils sont déconnectés de la réalité. Et dès qu'ils sont déconnectés de la réalité, c'est normal qu'ils soient dans un déni. Donc, je vous dis, ils ne sont contre rien. Ils ne sont contre rien. Et vous allez voir dans la suite, je vais vous démontrer encore qu'ils ne sont contre rien. Ils sont juste là pour manipuler. Aujourd'hui, les populations comprendront que la manipulation va s'arrêter. Parce qu'il faut que chacun aille retrouver les 20% par circoncision en essayant de convaincre les citoyens sur son programme d'action. Et c'est ça qui va nous permettre de réaliser une cohésion sociale. C'est ça qui va nous permettre d'instaurer le débat politique même à la base. Et que ça ne soit plus des futilités, ça ne soit plus sur des hommes, ça ne soit plus sur des petits cadeaux, ça ne soit pas sur des chapelles d'église, etc. Que ça soit, bien sûr, basé sur une revanche, mais non sur la vengeance et la haine. Vous pouvez venir pour une revanche en améliorant votre performance et gagner, comme l'a fait Donald Trump. Mais vous n'allez plus venir sur la base de la haine et de la vengeance, détruisant tout esprit de dialogue et de consensus. Est-ce que vous pensez que revendiquer des droits, c'est exprimer une vengeance contre une personnalité ou bien contre des institutions? Non, non. Vous pouvez revendiquer des droits. Si vous revendiquez des droits, il faut savoir que vous avez obligatoirement une autre compensation. Quand vous avez des droits, vous avez des devoirs. Les deux vont de pair. Donc, c'est là la question de la responsabilité. Si vous avez des droits, vous devez savoir que vous avez des devoirs. Si vous avez les droits de revendiquer des choses, vous avez le devoir, alors, de respecter les institutions, de renforcer les institutions, de respecter les lois dans le pays, d'être légaliste. Vous ne pouvez pas revendiquer des droits en détruisant tout ce qui appartient à la République et à tout le monde. Donc, ce qui est clair, ils peuvent revendiquer, la loi le permet. C'est tout à fait normal. Mais, ce qu'on leur reproche, c'est de détruire l'essentiel. De détruire l'essentiel. Aller perdre à la Cour constitutionnelle et dire que, par exemple, toute la procédure est minée et que c'est corrompu. Ça ne peut pas venir d'un député. Qu'il y ait un dossier, une affaire juste là, qu'on a arrêté un citoyen et que vous prenez les signes distinctifs de la nation, du député, pour aller dire de le libérer immédiatement sans que le dossier ne soit déjà traité. Ça a été le dossier du citoyen Steve Amoussou. Et déjà arrêté, ils se sont précipités pour aller. Non, laissez la justice travailler. Et crier que le Togo était bien. C'est une crise entre le Togo et le Bénin. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Rien du tout. Le processus doit évoluer. C'est ça qu'on leur reproche. Vous ne devez pas faire des confusions entre le Niger et le Bénin. Il fallait crier contre le Bénin. Le Bénin est un pays qui agresse. C'est pas vrai. On ne dit pas ça. Est-ce que ce n'est pas là une posture
d'observateurs qu'on demande aux démocrates. Vous pouvez revendiquer vos droits. Vous pouvez aller dans le sens du débat sur les programmes. Dire par exemple que ce que nous avons fait, le gouvernement a fait par rapport à la culture ou par rapport au tourisme, avec Ouida, tout ce qu'on fait, donnez vos positions. Dites que ça, on pouvait le faire de telle manière et que ça va rapporter plus à notre pays. Vous pouvez dire que la cantine, vous pouvez critiquer et dire que voici ce que vous pensez faire pour que ça soit encore mieux pour les apprenants et les enseignants. Vous pouvez aller dans le plan social pour dire que ce qu'on apporte aujourd'hui aux élèves en les appuyant les plus pauvres, etc., en leur remettant des 4 SIM, en les appuyant par 400 francs CFA par jour, directement liés à l'enfant, vous pouvez critiquer et dire votre position. Vous pouvez dire quelque chose sur ce qui se passe à Glodibé, mais en faisant une contre-proposition. Vous pouvez critiquer la loi, c'est normal. Mais vous ne pouvez pas aller contre la loi. C'est ce qu'on dit. Il faut que ça soit suffisamment clair. Personne n'interdit que l'opposition joue son rôle. Mais nous demandons à l'opposition de ne pas tout confondre. La nation est la nation. La légalité est la légalité. Les institutions sont les institutions. Il faut les respecter. Ce n'est pas parce que l'institution te donne raison aujourd'hui qu'il faut respecter l'institution. Et quand l'institution ne te donne pas raison demain, ce n'est plus une institution. C'est très faux. Nous sommes tous basés sur les institutions. Et nous devons tous respecter ces institutions. C'est ce qu'on dit. Il ne faut pas affaiblir son pays. Il faut défendre son pays. Moi, je suis personnellement un nationaliste. C'est pourquoi vous devez sentir que je suis très satisfait des positions de Donald Trump au-delà de tout ce qu'il représente de façon extravagante. Je suis nationaliste pur et dur. C'est le Bénin avant tout. Moi, je dis d'abord le Bénin. Et je suis dans le parti, je défends ça de fond en comble. Quelles sont selon vous les forces du système électoral américain qui peuvent inspirer des réformes ici au Bénin? Je reviens toujours sur ça. C'est la force des institutions. C'est la force des partis. Vous pouvez être homme d'affaires, vous pouvez être tout ce que vous voulez, mais vous devez passer par un parti avant d'être président de la République. Ils ont inculqué ça à leur peuple. Si vous faites autrement, ils vont vous regarder, ils ne vont pas vous prendre. Vous êtes libre de participer, mais si vous ne passez pas par un parti politique qui vous porte, ils ne vont pas vous élire. Et ça, nous devons aller vers ça. Nous devons aller vers le fait qu'aujourd'hui, il faut quitter les grosses théories. Les grosses théories. Il faut rester collé à nos populations. Il faut savoir ce que nos populations veulent et leur apporter solution. Apporter solution. C'est ça que nous devons voir et faire. Donald Trump nous a montré aujourd'hui que les grosses théories capitalistes, les grosses théories d'Adam Smith et autres, non, c'est fini. Il est resté collé à sa population et trouver des solutions pour dire, moi je vous propose ça. Je ferai de vous encore la plus grande puissance du monde. C'est ça ce qui va nous permettre d'évoluer. Et c'est ça ce que moi je conseille à mon pays. Et c'est ce que je fais dans mon parti pour que le Béninois soit fier d'être Béninois. Nous devons être fiers d'être Béninois. Nous sommes un pays des hommes fiers. Donc, nous devons avoir cette fierté d'appartenir au Bénin parce que nous sommes un peuple exceptionnel. Et ça, j'ai du plaisir à le dire. Donc, nous devons tricher ça des autres et coller ça à nos spécificités pour que ça tienne. Vous pensez qu'en Afrique, on doit copier tout ce qui vient de l'Europe? Non. Moi, je ne suis pas pour qu'on copie tout. Nous devons l'adapter. C'est pour ça d'ailleurs que je dis dans le processus démocratique ici, nous avons proposé quelque chose et que le président Talon a voulu mettre en œuvre. Il s'agit d'institutionnaliser un creuset où il y aura les anciens présidents de la République. Et il a proposé. Les anciens présidents ont refusé. Mieux, le président Yahi Boni a pris le sens contraire. Lui, il est devenu président de parti. C'était important parce que nous avons voulu
que le rôle que doit jouer un président de la République, un ancien président de la République, dans un processus démocratique chez nous, est différent de l'Europe. Nous, quand un président quitte son poste, il n'est pas rien dans notre pays. Il faut qu'on arrive encore à l'utiliser. Et un creuset qui va permettre à ce que les anciens présidents de la République seront ensemble, va permettre à ce qu'on arrive à résoudre des problèmes au-delà des rivalités politiques, au-delà des rivalités au Parlement. Ça doit conduire à des consensus, au-delà des rapports de force. Donc, c'est un creuset qui va nous permettre de récupérer encore les anciens présidents d'institutions. Nous, on a été jusqu'à dire il faut que ceux-là soient des conseillers au sein de ce creuset pour permettre à ce que nous puissions aller, à des moments donnés, au-delà des rapports de force et faire en sorte que nous résolvons des problèmes au-delà des rivalités politiques. Et ça, nous insistons pour que ça existe. Nous demandons et nous allons œuvrer pour que ça existe. Et qu'un président, un ancien président, peut volontairement ne pas participer. Mais ceux qui veulent participent et permettent à ce que ce creuset soit un creuset important. L'importance de la chefferie dans le processus démocratique et des rois, reconnue que par nos textes aujourd'hui, c'est important. Nous devons l'adapter, nous, ici. Comment le chef de l'État, chef du gouvernement. Cela ne contredit pas votre propos sur la personnalisation. Non, pas du tout. Comment le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, aura des espaces dans le pays où il ne peut pas pénétrer. Si vous prenez le président actuel de la République, il ne peut pas aller dans la forêt sacrée du fétiche qu'on appelle Oro. C'est pas possible. Ça veut dire que s'il y a ceux qui sont de cet espace sont plus forts que le chef de l'État. Bon, c'est lui l'élu. Il est le président de tout le monde. C'est une anomalie dans notre processus démocratique. Si le chef de l'État rencontre quelqu'un qui est de la tradition, qui va s'incliner pour qui? C'est lui. Lui, il est le chef de l'État. Il est le président de tout le monde. Mais il rencontre par exemple le haut dignitaire d'une divinité. Qui va s'incliner pour qui? En principe, tout ça doit être réglé. Nous devons l'adapter à notre système. Donc, le chef de l'État ne peut pas être simplement chef d'État. Il doit être le chef de tout ce qui a comme culte dans le pays. Tout doit s'incliner à lui. Ça veut dire que le chef de l'État comprend tout ce qui se passe dans toutes ces zones. Ça, c'est une particularité de chez nous. Parce que quand le chef sort, il doit être l'unique chef du pays. C'est ce que la Constitution a dit. Mais il y a des espaces où le chef ne peut pas aller. Parce que la culture dit que lui ne peut pas aller parce qu'il n'est pas initié pour. Ça veut dire qu'il y a des espaces où lui ne peut. Comment? C'est grave ça. Donc, on peut aller se mettre là et comploter contre le chef. C'est pas possible. Donc, il y a des aspects sur lesquels nous devons travailler. Et ça se fait déjà. Ça se fait déjà comme ça a été autorisé. La croyance religieuse de certaines personnes peuvent ne pas les emmener à vouloir se faire initier par ces pratiques, même s'ils veulent être chef de l'État. Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de logique. Aux États-Unis, tu peux être musulman, tu peux être tout, mais tu prêtes seulement sur la Bible. C'est une question de pratique claire dans notre pays. Que tu sois, ce n'est pas une question de croyance, tu peux être chrétien, tu peux être musulman, etc. Mais le chef de l'État, personne ne doit être plus que lui. Puisque selon la Constitution, c'est lui le chef suprême. Et il n'y aura pas des espaces où lui, dans le pays, il ne pourra pas mettre pied. S'il faut annuler l'effet d'initier pour lui permettre d'y être, on va le faire. Parce que lui, il ne peut pas avoir d'espace où il ne va pas y être. Ce n'est pas possible. Donc, il faut absolument que cela soit clair. Même je parle de la haute juridiction de l'État. Je prends la Cour constitutionnelle. Si un problème se pose au niveau des Egungun, etc., et c'est un conflit, etc., on amène et on dit qu'à ce niveau, aucune femme ne doit vouloir faire ça, etc., etc.
Il faut qu'on règle, puisque c'est la Cour constitutionnelle qui va trancher ce dossier. Donc, alors, il faut qu'on comprenne que l'institution suprême dans le pays, c'est la Cour constitutionnelle. Il ne doit pas y avoir une autre cour qui va donner une décision et qui serait supérieure à celle de la Cour constitutionnelle. Donc, nous devons régler tous ces problèmes dans le pays, voir comment il faut le faire pour que le côté de la foi de l'individu ne soit pas remis en cause. C'est ça, les aspects sur lesquels nous devons nous adapter. L'Europe a réglé ce problème. Eux, ils ont réglé le problème. Mais nous, nous avons encore des aspects sur lesquels nous devons travailler pour que nous soyons en phase avec nos cultures et nos traditions. Donc, c'est ce que je donne comme exemple. Et je vous ai dit, par exemple, nous ne pouvons pas ne pas utiliser nos anciens chefs d'État dans un creuset. Et même les anciens présidents d'institutions dans des creusets pour que nous puissions régler certains problèmes au-delà de la rivalité politique et des rapports de force politiques. Donc, notre démocratie a besoin de ça. Il y a des formes d'adaptation qu'on peut le faire. Mais les libertés, les valeurs démocratiques sont universelles. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, la liberté est universelle. L'homme est né libre, mais il doit assumer ses responsabilités. Donc, il y a des valeurs universelles de la démocratie. Peu importe votre couleur de peau, peu importe votre pays, vous devez alors respecter et prôner ces valeurs. Donc, c'est pourquoi le principe démocratique est universel. Mais la pratique, voilà, on peut l'adapter à chaque réalité. Et c'est clair d'ailleurs, ce n'est pas la même manière qu'on gère la démocratie en Grande-Bretagne qu'en France. Il y a encore le roi en Grande-Bretagne. En Angleterre, vous avez le roi. Et en France, système démocratique. En France, le président, c'est une monarchie républicaine. C'est clair. En Allemagne, c'est totalement autre chose. Aux États-Unis, vous avez vu, il y a les grands électeurs aujourd'hui. Mais chez nous, il n'y a pas les grands électeurs. C'est la voix du peuple direct. Bon, donc, chacun s'adapte. En Chine, c'est totalement autre chose. En Russie, c'est totalement autre chose. Donc, chacun dans sa spécificité doit pouvoir mettre en œuvre le système, les principes démocratiques. Mais les principes de base sont universels. Parce que nous sommes tous des hommes et nous savons que nous pouvons respecter tel principe. Mais la mise en œuvre peut être adaptée à chaque spécificité. Dans ce sens, comment préserver nos institutions des tentatives de manipulation et de prise de contrôle? Il faut absolument que les institutions soient fortes. Nous devons des institutions solides, des institutions qui soient plus importantes que les hommes. Et ça, je vous l'ai déjà dit, c'est à partir des structures qui produisent ces hommes, les partis politiques. C'est dans les partis politiques qu'on apprend ça. C'est dans les partis politiques qu'on apprend à se soumettre à l'ordre institutionnel. C'est dans les partis qu'on apprend à se soumettre à la volonté de l'ensemble. C'est dans les partis politiques qu'on apprend à se soumettre à l'unité du groupe, à la cohésion du groupe, à la loyauté du groupe. Et c'est dans les partis politiques qu'on apprend que, en réalité, ce n'est pas vous, mais c'est plutôt la vision de l'ensemble et que vous devez être porté par l'ensemble. Donc, du coup, quand ça s'apprend au niveau des partis politiques, au sommet, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Je reviens toujours pour dire que c'est pour cette raison que la réforme du système partisan est une réforme formidable. Je l'appelle toujours la mère des réformes, celle-là qui doit nous conduire à vraiment consolider ce que nous avons eu depuis 1990. Voyez-vous des signes de transformation positive dans la façon dont les élections et les transitions de pouvoir sont perçues en Afrique? Oui, chaque système, chaque pays a sa spécificité. Moi, je pense que chacun évolue. Nous évoluons, par exemple, dans l'alternance, avec tous les problèmes que nous avons. Nous essayons d'évoluer et nous sommes en train de faire les petits pas et nous sommes en train de nous parfaire. D'autres ont pris autrement le système, cette évolution, ont connu bien sûr des coups de force et sont en train certainement de se réarmer
pour reprendre la bonne voie, etc. Chacun, dans sa spécificité, est en train de faire le travail qu'il faut pour la satisfaction des besoins de ces populations. Parce que ici, la référence, c'est le peuple. La référence, c'est le peuple. La référence, ce n'est pas la théorie. La référence est que tout ce que nous proposons là, tout ce que nous faisons, est-ce que ça permet de résoudre les problèmes des populations? Si ça permet de résoudre le problème des populations, alors il faut l'améliorer progressivement par rapport aux besoins qui s'expriment. C'est ça qui est important. Donc, aujourd'hui, la manière dont ça se fait revient à chaque pays. Et chaque pays est en train de tirer les leçons de l'environnement auquel il appartient et du concept international. Parce que vous n'êtes pas fermé, vous êtes dans un ensemble et vous devez faire en sorte que vous ne soyez pas isolés. Donc, le cas du Bénin que nous vivons est un cas assez précis qui peut vous dire que cette transition se passe dans de très très bonnes conditions ici. Nous aurons une élection qui va se dérouler dans de très bonnes conditions et nous allons pouvoir gérer notre truc de façon correcte et pour que ce pays soit un pays en paix et que les populations arrivent à jouir convenablement de leurs droits et se retrouvent dans une satisfaction de leurs besoins. Donc, tout se passe par rapport au peuple. Par rapport au peuple. La référence ici, c'est le peuple et surtout la satisfaction des besoins du peuple. Nous avons vu l'Europe réagir prudemment à la victoire de Donald Trump. Quelles leçons on peut tirer pour l'Afrique et particulièrement pour nous au Bénin? Oui, l'Europe réagit parce que l'Europe, c'est qu'à travers l'OTAN, etc., tout ce qu'ils ont, il y a des problèmes parce que Donald Trump ne va pas tenir compte de l'Europe pour agir. Donald Trump veut tenir compte de chaque pays. Je vous donne un exemple. Quand il était au pouvoir, on dit, mais comment ils vont régler le problème du fait qu'on veut surtasser les véhicules américains sur le marché européen. Il dit que quand la France a dit qu'elle va surtasser les véhicules européens en France et américains en France, il a appelé rapidement le président Macron pour lui dire, dès que tu mets à 40% les taxes, tu augmentes de 40% de l'autre côté, moi je vais augmenter à 100% tous les 20 Français qui vont venir aux États-Unis. Il a dit ainsi, moi j'ai réglé le problème. Moi je n'ai pas besoin d'aller discuter avec tous les Européens. Et j'ai pris, il dit, j'ai pris chaque État de l'Union européenne et j'ai cherché leur intérêt aux États-Unis et j'ai réglé mon problème. Donc, Donald Trump est dans une situation d'une autre manière de voir les démarches, la résolution des problèmes au niveau international. Donc, lui, je pense que l'Europe doit pouvoir se poser des questions. Ce n'est pas seulement par rapport au commerce, mais surtout aussi par rapport à la dynamique géopolitique de la zone. Parce que la guerre en Ukraine va être un sérieux problème. Parce que le financement que les États-Unis apportent à ce conflit, Donald Trump va revoir si cela handicape son économie, il ne va pas y continuer. La cible ici pour Donald Trump sur le plan international, c'est la Chine. Donc c'est par rapport à ça que l'Afrique peut-être peut en bénéficier. Si Donald Trump voit que la Chine prend trop d'ampleur pour que dans le calcul géopolitique du monde, la Chine veut trop occuper l'Afrique, ils vont développer une autre coopération vis-à-vis de l'Afrique pour freiner l'évolution de la Chine. Et là, il va veiller à ça. Que ce soit sur le plan militaire, sur le plan commercial, etc. Il va veiller à ça. Ils vont veiller aussi au fait que la sécurité interne des États-Unis ne soit pas troublée par des formes d'insécurité dans le monde. S'ils trouvent que le terrorisme se développe en Afrique et de l'Ouest et que cela va impacter sur la sécurité des États-Unis, ils viendront intervenir ici pour que cette insécurité n'impacte pas sur la sécurité américaine. Donc, Donald Trump fera tout par rapport aux États-Unis, mais verra les rapports de force qui les lient aux autres pays, tels que la Chine d'abord, l'Union européenne après, la Russie, etc. Malheureusement, l'Afrique ne pèse pas pour les États-Unis.
L'Afrique ne pèse pas pour les États-Unis, puisque c'est un vaste continent. Et ils ont assez de ressources aussi. Et ils ont la capacité, s'ils n'ont pas de ressources minières, d'aller trouver ça ailleurs, etc. Donc, et ils n'ont pas cette vision d'aller surexploiter, coloniser, etc. les autres espaces. Donc, ils sont dans l'esprit des échanges. Donc, c'est à nous de nous mettre dans une dynamique proactive et bénéficier des positions qui, en fait, créent des problèmes pour les États-Unis, où nous devons être en position pour les aider à résoudre ces problèmes. Nous devons être dans une dynamique nous permettant d'observer tout ça et d'en profiter. Et c'est pourquoi je dis que l'élan que nous avons pris est très bien. Nous avons un port assez situé. Nous sommes dans une situation géographique très très bonne par rapport à la sous-région. Donc, nous devons faire en sorte que nos potentialités sur le plan du service et du transit, en ce qui concerne aussi le stockage, soient bien préservées. Que ici ne soit pas une zone d'insécurité qui va créer des problèmes à des puissances comme les États-Unis. Donc, limiter par exemple le trafic de drogue, etc. Nous ne devons pas le faire, lutter strictement contre ça et faire en sorte que nous soyons dans une zone de sécurité et permettre à ce que par nous, on puisse envoyer les produits sur les autres, dans les autres pays et que ceci se passe dans la sécurité et que cela ne crée pas de problèmes à l'environnement immédiat. C'est ça ce que nous allons faire. C'est pourquoi il n'est pas bon que nous soyons dans une stabilité politique. Il faut que nous soyons dans une stabilité politique. Il ne faut pas que nous soyons dans une situation où nous ne produisons pas, nous ne sommes rien du tout. Nous devons produire et être présents sur le marché. Nous devons le faire. Nous devons être proactifs en ce qui concerne notre diplomatie. Que nous ne soyons pas un pays de conflit. Non, que nous soyons un pays de paix. Et qui permettent bien sûr de résoudre certains problèmes. Et s'il le fait, il faut que, si vous voulez le faire, il faut que le pays soit en paix. Et si le pays doit être en paix, il faut que tes citoyens arrivent à se retrouver dans la satisfaction de leurs besoins. Et c'est ça ce qu'il faut. Et c'est sur cette ligne que nous sommes. Donc, il faut lutter contre la corruption, lutter contre les injustices, etc. Nous devons le faire et c'est pourquoi il faut accepter les réformes, les améliorer au fur et à mesure et ne plus revenir en arrière comme certains sont en train de proposer. Nous pensons que le peuple va nous comprendre, le peuple est en train de nous comprendre pour que ça aille mieux. Le président Talon l'a fait et nous devons continuer à le faire. Nous devons continuer à le faire. La différence aujourd'hui entre le président Talon et ce qui se passe aux États-Unis, vous avez vu le président Talon, on l'a appris, lui n'est pas membre d'un parti. Bien sûr, un homme d'affaires, mais il n'est pas membre d'un parti. Mais qu'est-ce que lui dit maintenant? Désormais, même si vous voulez prendre un homme d'affaires, il faut qu'il soit membre d'un parti comme Donald Trump est membre d'un parti. Qu'il ait la culture d'un parti. Ça permettra d'avoir l'enthousiasme et l'engagement du peuple autour des réformes, car nous en avons besoin maintenant. Et que le peuple soit engagé, qu'on ne vienne plus dire de n'importe quoi au peuple, pour dire non, tu es ça, non, on peut te faire ça. Non, 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 non. Que le peuple se défende et trouve les moyens de faire le discernement. De faire le discernement et dire à ceux qui, en fait, viennent dire du n'importe quoi, non, nous ne sommes pas dans ça. Voici ce que nous voulons. Et que le peuple soit plus exigeant vis-à-vis, alors, de ses dirigeants. Parce que quand on vote pour vous, c'est pour un programme, c'est pour résoudre certains problèmes. Que le peuple soit plus exigeant. Et c'est ça ce que nous allons faire et nous voulons aboutir à ça en allant toujours vers les réformes qui sont instaurées aujourd'hui. Et c'est ça qui va nous permettre de nous en sortir. Donc, le Bénin a cet avantage sur le plan national, nous-mêmes, et quand nous allons nous parfaire sur le plan sous-régional, régional et international, nous allons profiter alors de cette influence des États-Unis et faire en sorte que nous soyons plus utiles dans le schéma de la résolution des problèmes. Nous revenons encore en Afrique. L'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo estime que la démocratie ne fonctionne plus pour nous. Pourquoi? Non, c'est la démocratie globalement. S'il dit que la démocratie ne fonctionne plus pour nous, ça dépend de là où il s'est mis. Donc la démocratie libère les énergies. Donc il faut dire que la pratique, une certaine pratique de la démocratie ne fonctionne plus pour nous. Donc c'est ce que j'ai dit, puisque
La démocratie ne peut pas ne pas fonctionner. La démocratie est faite pour libérer les hommes. La démocratie est faite pour permettre à certaines valeurs universelles de s'exprimer et de l'emporter. La démocratie ne peut pas, comme le disait un ancien président d'institution ici, la démocratie ne peut pas étouffer. C'est faux. Comme le disent certains, votre système démocratique nous étouffe, c'est faux. C'est le choix que vous avez fait dans la démocratie qui vous étouffe. La démocratie est un principe universel qui libère les énergies et qui réunit les peuples et qui instaure le dialogue et qui permet de se loyer des conflits. La démocratie ne peut pas créer des... Mais c'est le choix que nous avons fait dans la démocratie. Le fait de ne pas adapter ces valeurs à nos réalités, c'est ça qui nous étouffe. C'est ça qui nous crée des problèmes. Donc, le président, ce qu'il a dit est réel, mais en disant que c'est la mise en œuvre qui nous crée des problèmes, puisque nous ne l'avons pas spécifié par rapport aux réalités de chaque pays. Je vous ai dit tout à l'heure que chaque pays, aujourd'hui, applique la démocratie selon ses réalités. Mais nous, en Afrique, nous voulons uniformiser tout. Ce n'est pas possible. Nous avons donné tout à l'heure, par exemple, des institutions que nous voulons. Je vous ai parlé de la tradition ici, etc., quel est son rôle dans le règlement des problèmes, la satisfaction des besoins. Je vous ai dit le rôle des anciens présidents, etc. Nous pouvons l'adapter, nous, au Bénin, mais ça peut ne pas être du tout la même chose au Burkina. Ça peut ne pas être du tout la même chose au Nigeria. Donc, nous ne pouvons pas uniformiser. Nous ne pouvons pas uniformiser, mais nous avons tendance, nous, à uniformiser. Non, il faut laisser chacun s'exprimer. Mais il y a un point de convergence. Le point de convergence, c'est le respect des valeurs, la promotion des valeurs universelles de la démocratie. Les libertés et autres, le développement. Donc, cela existe. Donc, nous pouvons bien sûr évoluer en étant dans un principe universel démocratique. Tout à l'heure de renforcement de nos institutions, en quoi le message d'Obasanjo pourrait-il permettre cela? Le message du président Obasanjo est clair. C'est de nous conformer aux réalités de chez nous, aux spécificités de chaque pays. Alors, cela passe par le besoin utile, clair, du renforcement des institutions. Il n'y a pas de république sans institutions. Dès que les institutions sont à terre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Quelle que soit la manière dont vous adaptez le principe démocratique à vos besoins. Donc, les institutions sont à respecter. Même, je veux dire, il faut sacraliser ces institutions. C'est des choses sur lesquelles nous ne devons pas lésiner. Non, 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 il n'y a pas de débat là-dessus. L'institution s'impose à tout le monde. Quel que soit ce que vous êtes. Quel que soit. Et ça passe par les lois. La loi est la loi. Ça se respecte. La procédure pour changer existe. La procédure pour l'abroger existe. Mais tant qu'elle est là, elle est la loi. Et elle renforce la puissance des institutions et on doit la respecter. Des failles. On peut les corriger. C'est pourquoi je vous dis, sur la base des lois qui instaurent ces institutions, on peut les réviser. On révise ces lois. C'est pour ça que le Parlement est là. C'est pour cette raison qu'il y a aussi des procédures pour abroger les lois. Donc, on peut le faire. On peut le faire. Donc, tout ça existe dans le processus démocratique. Donc, il n'y a pas une loi qui soit totalement conforme et qui ne va pas évoluer, puisque toute loi est conçue dans le cadre de règlement d'un problème qui se pose aux citoyens. Si le problème est réglé et qu'il y a d'autres types de problèmes, il faut réviser la loi. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qu'on ne va pas réviser la loi parce qu'elle est constante depuis. Il y a aujourd'hui le numérique. Il y a une loi, il faut adapter les lois aujourd'hui. Il faut adapter même votre profession aux nouvelles données de technologie. Donc, et il faut alors de nouvelles lois à la HAC pour renforcer l'autorité de la HAC. Donc, il faut toujours adapter la loi aux besoins et aux exigences du moment. Donc, la loi peut avoir des faiblesses, c'est réel, mais il y a la procédure pour renforcer la loi ou pour l'abroger et mettre en place une nouvelle loi. Que
Faut-il faire lorsque la révision génère des polémiques, comme on l'observe avec la révision constitutionnelle? Si la révision génère des polémiques, ça veut dire que vous n'êtes pas resté dans le couloir des conditions pour réviser. Comment ça va générer des polémiques? Je prends le cas au Bénin. La révision de la Constitution. Elle ne peut pas se faire sans l'opposition. Parce que le camp présidentiel n'a pas la majorité pour le faire, le nombre requis de députés pour le faire. De même manière, l'opposition n'a pas le nombre requis pour faire cette révision, même si elle a l'intention. Donc, je prends le cas du Bénin, il n'y a pas de révision de la Constitution du Bénin si les deux groupes ne se mettent pas ensemble pour s'entendre. C'est une perte de temps même d'en parler. Si les deux groupes ne peuvent pas se mettre ensemble et en parler, c'est terminé. Il n'y a pas de révision. Donc, ça devient un aspect de polémique quand vous ne respectez pas ce qui est là, puisque les conditions pour le faire sont là. Si la loi permet, vous le faites. Si la loi ne permet pas, vous ne le faites pas. Et vous ne pouvez pas le faire. Donc aujourd'hui, nous sommes tenus exactement de voir si nous pouvons respecter la loi. Et si on peut respecter la loi, il n'y aura pas de polémique. Tout ce qui amène la polémique, c'est le comportement des hommes. C'est les hommes qui ne veulent pas, des fois, en fait, respecter les conditions dans lesquelles il faut modifier la loi ou bien il faut abroger la loi. Je vous ai donné le cas du Bénin. Donc, il n'y a pas de polémique. Par exemple, sur la révision de la Constitution au Bénin, il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de polémique. Si les deux camps ne sont pas ensemble, ce n'est pas possible. Donc, alors pourquoi les gens se parlent de révision? Ce n'est pas possible. Ça ne peut que marcher s'il y a entente entre les deux partis, les deux blocs au Parlement. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, donc il ne faut pas en parler. Puisque, il ne faut même pas en parler. Donc ceux qui parlent de troisième mandat et autres, ils perdent leur temps, ils ne connaissent pas la procédure pour avoir un troisième mandat dans le pays. Encore que le chef d'État ne l'a jamais demandé. Même ceux qui rêvent de ça ne comprennent rien du tout de la procédure pour aboutir à un troisième mandat chez nous. Puisqu'il faut réviser la Constitution. Et pour réviser la Constitution, il faut aujourd'hui un nombre de députés. Et aucun des deux camps n'a ce nombre. Donc ils sont obligés de s'entendre. Et si vous savez qu'ils ne peuvent pas s'entendre sur ça, alors n'en parlez pas. Et ce qui est grave chez nous, c'est que les députés de l'opposition en parlent. Ils ont peur que dit qu'il y a une révision. Donc ça veut dire qu'ils ont peur d'eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux. Sans eux, il ne peut pas y avoir révision. Donc aucun député de l'opposition ne doit parler alors de cette situation. Et en fait une polémique. Il ne doit pas en faire. Or, c'est eux qui en font une polémique. Pour dire, nous craignons le troisième mandat. Sans vous, on ne peut pas faire. Donc vous n'en parlez même pas. Si vous en parlez, ça veut dire que vous avez le projet. Vous avez un projet, vous, de vous entendre avec la majorité présidentielle pour le faire. Si vous n'en avez pas, vous vous taisez. Donc, il n'y a pas de polémique, surtout quand chacun respecte la loi et que nous connaissons les conditions dans lesquelles nous pouvons mettre en œuvre la loi et que nous respectons, il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de polémique. C'est nous qui avons des intentions pour tromper ou pour manipuler le peuple et créer des polémiques, il y en a pas. Surtout au Bénin, tout est clarifié. C'est clair maintenant et nous savons là où on va. Cependant, les démocrates font des critiques autour du 4e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Oui, c'est de leur droit de ne pas voter le rapport du président de l'Assemblée nationale. C'est de leur droit de voter pour le rapport du président de l'Assemblée nationale. Tout veut maintenant à voir, est-ce que ce qu'ils ont évoqué comme raison pour ne pas voter paraît bien, paraît justifiable. À voir les 3 points sur lesquels ils n'ont pas voté, moi, je n'ai rien vu de sérieux. Parlant des missions au Parlement, je ne sais pas. Le deuxième vice-président de l'Assemblée qui est de leur camp. Vous savez combien de missions il fait en Europe? Parce que nous, en notre temps, nous avons eu un deuxième vice-président de l'Assemblée. Je pense que les tests n'ont pas tellement évolué. Le président Akovi était deuxième vice-président de l'Assemblée en notre temps. Et je sais les rapports, le rôle que joue le deuxième vice-président de l'Assemblée par rapport à l'Union européenne. Et je sais combien de temps il passait. La mission
là, l'autre n'exécute pas. Maintenant, cela revient, hein, c'est la prérogative du bureau et du président de l'Assemblée. Et si vous savez que vous êtes minoritaire, vous n'avez pas le nombre qu'il faut pour pouvoir être à toutes les missions, vous négociez, vous discutez. Vous ne faites pas de l'espace du Parlement, un espace de coups qu'il faut donner à l'un ou l'autre, ou bien de vengeance et de haine. Non, vous discutez. Puisque c'est le peuple qui vous a donné ce droit d'être minoritaire. Ce n'est pas vous-même. Donc, vous respectez la volonté du peuple en étant plus ouvert, plus flexible. Et que vous puissiez discuter et voir ce qu'il faut faire. J'ai pris un exemple, ils ont parlé des missions, ils ont parlé du recrutement. Je ne sais pas comment le recrutement ne se fait pas sur la base des tests de la République. On recrute de manière hasardeuse, ou bien on dit, toi, tu as le nombre de tels, et on amène les gens au Parlement comme ça. Je ne vois pas les raisons qu'ils sont en train d'évoquer. Pour une fois, est-ce que ce rejet n'était pas bien motivé? Le rejet, je dis, c'est de leur droit. Mais à mon avis, ce n'est pas bien motivé. Ils peuvent ne pas rejeter. Parce que c'est pas, les raisons qu'ils ont évoquées ne sont pas des raisons qui peuvent pousser à rejeter un rapport. Les activités qui ont été menées, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ils revoient. Mais ce sur quoi ils ont rejeté, c'est juste pour montrer que, bon, nous ne sommes pas là pour suivre la logique au Parlement, mais nous sommes là pour autre chose. Et c'est la bonne posture à avoir? Non, pas du tout. Il faut prouver au peuple ce pourquoi vous n'avez pas voté et prouver que cela ne va pas dans son intérêt. En quoi les histoires de mission là, vont dans l'intérêt du peuple? Moi, je ne sais pas. Quand ils disent qu'on recrute et qu'on recrute autrement, si on veut recruter autrement au niveau du Parlement, il faut qu'ils dénoncent et que les tests... S'il n'y a pas de transparence, ils sont là pour faire des propositions de loi. Ils n'ont qu'à dire qu'ils font telle proposition de loi pour que cela ne se répète plus dans le pays. Ça, c'est clair. Et ils vont dire qu'ils ont fait, ça n'a pas été respecté. Ils disent la programmation, par exemple, de l'ordre de jour, etc. Mais l'ordre de jour, c'est au niveau de la conférence des présidents. Ils sont minoritaires. Si vous êtes minoritaire, vous discutez. Vous discutez avec les autres. Ne fermez jamais la discussion. Le Parlement, ce n'est pas pour se boxer, ce n'est pas pour rendre des coups. Le Parlement, c'est pour débattre. Et vous venez sur une position où vous pensez avoir raison, mais suite au débat, vous pouvez ne plus avoir raison. Et vous allez peut-être revenir sur votre décision. Vous pouvez avoir raison et aujourd'hui convaincre l'autre qui se disait que vous n'avez pas raison pour qu'il vous rejoigne. Ça, c'est le combat parlementaire. C'est une culture parlementaire. Nos amis n'ont pas cette culture. Ils viennent pour défendre un homme. Ils viennent pour défendre un homme au lieu de défendre une vision. Non, c'est ça ce qui leur fait mal, ce qui ne va pas. Parce qu'ils sont dans un parti politique hyper personnalisé et c'est ce qui les embête. Ils n'ont qu'à venir débattre au Parlement. Discuter. Discuter. Tout ce qu'ils ont dit là, on peut discuter. Vous discutez, vous arrivez à convaincre le président du Parlement. Parce que tout se fait au prorata du nombre de sièges que vous avez. Une mission, si c'est une mission réglementaire que vous devez aller à la CEDEAO, etc., si c'est des trucs, ça, c'est ceux qui sont dans la commission de la CEDEAO qui iront. Et ceux qui sont dans cette commission, il faut voir proportionnellement au nombre de députés de tel camp ou tel camp. Et là, vous irez, vous allez participer. Je suppose que vous n'avez pas participé une fois, deux fois. Vous en discutez, même si vous êtes minoritaire. Sur la base de ce que vous voulez apporter au cours de cette mission. Dire au chef, au président de l'Assemblée, voici ce que nous avons. Tel projet que nous avons, dans tel sens. Telle idée que nous avons pour le bien-être de notre pays. Nous pensons que nous pouvons développer telle idée au cours de cette mission pour régler tel problème. Et vous le dites. Et là, quand on a besoin de vous, on vous amène. Mais ils sont en train de parler là comme si c'est des gâteaux qu'il faut distribuer. C'est ça ce qui est mauvais. C'est-à-dire qu'il y a deux qui sont allés en mission aujourd'hui. Il faut que vous nous donnez deux demain.
etc. Comme de la même manière qu'ils ont, un de leurs députés a demandé au chef de l'État de demander d'enlever un membre de la Cour constitutionnelle pour qu'ils désignent leur gars dedans. Donc si vous êtes animé par de ces idées, donc vous n'êtes plus dans la République. La République a ses principes. Et on ne doit pas rester en dehors de la République. Ce que la République leur a imposé aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont là. Et ils ont fait usage de ça quand il s'agissait de modifier la Constitution pour se mettre en conformité avec une demande, une exigence de la Cour constitutionnelle. Ils ont fait usage de leur droit de minorité de blocage. Ils n'ont demandé la permission à personne. Pourquoi ils vont se plaindre de leur position après, dans l'hémicycle? Non. Là, ils doivent discuter. Ils doivent négocier, mais malheureusement, ils ne savent pas ce qu'on appelle la négociation. Ils n'ont pas cette culture. Mais comme la réforme est là, la réforme du système partisan est là, nous serons tous appréciés en 2026 pour voir ceux qui ont mieux exercé le pouvoir que le peuple leur a donné. Ceux-là seront encore appréciés, seront appréciés en 2026 à travers les élections générales et à travers l'élection présidentielle. Donc, ça ne serait pas une exclusion. Non, 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 non. Le peuple est en train de voir tout. Et nous irons tous exposer ça au peuple. Moi, j'irai dire ça là, par exemple, au village. Pour dire, voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce qu'ils ont fait. Dans ma circonscription, j'irai dire. Donc, s'ils viennent là, on va leur dire, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à tel problème, tel problème, tel problème. C'est ce qui va se passer. Donc, nos amis n'ont qu'à comprendre. Et je vous avertis que dans très peu de temps, le budget de l'État serait là. C'est-à-dire la loi de finances serait là. 2025. Et vous allez voir l'incohérence qui va se dérouler tout à l'heure. Ils ont voté, les députés du parti Les Démocrates. Les députés ont voté le budget du Parlement 2025, qui est intégré à la loi de finances de l'État. Vous allez voir qu'ils vont voter toutes les modifications, les débats au sein des commissions. Mais dès qu'ils vont voir les caméras le jour du vote global, ils vont sortir pour dire qu'ils ne veulent pas voter. Je vous avertis, hein? Je vous avertis. Et vous allez me dire comment ça va. C'est ainsi qu'ils fonctionnent. Donc, ils vont quitter la salle pour dire qu'ils sont contre même le budget du Parlement qu'ils ont voté, qui est partie intégrante, qui fait partie intégrante du budget de l'État. Voilà des contradictions. Non seulement ça, c'est qu'ils ont voté au sein des commissions, mais ils viendront en plénière dire qu'ils votent contre, en évoquant des raisons que vous ne pouvez pas comprendre. Et là, c'est quoi? C'est un délit. Il faut dénoncer ça. Il faut expliquer au peuple. C'est ainsi qu'ils manipulent. C'est ainsi qu'ils manipulent et c'est ainsi qu'ils jouent. Pour conclure, M. Irénée Agossa, que retenons-nous de la démocratie? La démocratie est une chance pour le monde. Nous sommes un monde démocratique. Nous sommes un monde démocratique. Il ne faut même pas qu'on dise quelque chose. Tout peuple est un peuple démocratique parce que c'est les hommes qui imposent des courants à cette démocratie pour pouvoir être d'un autre ordre. Ici au Bénin, nous avons fait le bon choix. Nous avons fait le bon choix et nous sommes dans les réformes. Je rassure que personne ne serait exclu de quoi que ce soit au Bénin. Personne. On exclut quelqu'un quand il remplit les conditions exigées par la loi et que volontairement qu'on l'empêche de participer. Ici, la loi n'a exclu personne. Je dis toute loi est d'origine neutre. Les lois sont sélectives. Aucune loi n'est chrysogène. Là, c'est le caractère chrysogène de l'homme et d'exclusion de l'homme qui fait qu'il qualifie la loi d'exclusif ou de chrysogène. Les élections vont se dérouler normalement. Nous allons continuer notre combat. Et la dynamique mondiale, comme vous l'avez dit, à travers l'élection de Donald Trump, nous exige plus de contraintes. Certes,
nous devons améliorer certains côtés qui doivent accompagner les réformes. C'est le côté assistanat. Je dis bien assistanat à ceux qui sont les plus pauvres de notre pays. Les couches les plus pauvres doivent être prises en compte. Nous devons assister sur là et apporter maintenant du soutien à la couche moyenne, la plus basse couche d'ailleurs, pour qu'elle puisse monter à la couche moyenne et que la couche moyenne se développe pour mieux consommer. Je reprends. Permettre à la plus basse couche de monter pour être à la couche moyenne, augmenter la couche moyenne et de pouvoir consommer et relancer la production. Nous ne pouvons pas faire ça sans les investissements. Et les investissements doivent venir en permettant et en créant des conditions d'investissement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous devons encourager cela. Ce côté faible dont je parle, c'est l'informel dans lequel nous étions. Nous avons une informelle qui avait pris le pas sur le social. Donc, aujourd'hui, en normalisant les appuis que nous apportons au niveau social, il faut voir le mécanisme par lequel nous allons pouvoir récupérer ceux qui étaient dans l'informel et qui ne sont pas pris en compte dans la norme des aides sociales aujourd'hui. Donc, nous sommes sur la bonne voie et je rassure tous les Béninois. Je le rassure au nom de mon parti et au nom du pays que nous allons faire des élections dans la paix, dans la concorde et la cohésion sociale avec cette réforme du système partisan. Ceux qui ne se retrouvent pas dans cette réforme, il faut qu'ils disent ce pourquoi ils ne se retrouvent pas. Ce n'est pas parce que la loi les a exclus, ce n'est pas parce que la loi est chrysogène, c'est parce qu'ils développent des caractères d'exclusion et des caractères chrysogènes. Merci à vous, Irénée Agossa. Je rappelle que vous êtes acteur politique. Avec vous, nous avons abordé la réélection de Trump, les grandes leçons de démocratie pour les politiciens africains. Également, une analyse du discours de Olusegun Obasanjo sur la démocratie. Et en dernière position, nous avons abordé le rejet du rapport d'activité de Louis Vlavonou par les démocrates. Merci de nous avoir suivis. On fait place à l'hebdo des éditorialistes.